Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 442. J'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois mon invité. La première, c'était il y a 2 ans déjà. Il nous avait reçus chaleureusement chez lui, en charmante compagnie d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est nous qui le recevons en studio. Il est venu seul, sans sa fidèle compagne. Il s'agit de Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour, merci de m'accueillir. J'espère que cette fois on ne sera pas censuré comme la dernière fois. Hein, on voit qui sont les ennemis de leur système pourri. Hein. La censure. Et puis là, on a surtout vu un scandale absolument extraordinaire avec comment il s'appelle, Mendes France, vous savez, tous les fact-checkers qui étaient les détenteurs de la vérité absolue. Et en fait, on voyait qu'ils étaient payés par les fonds qui ont été recueillis par ce pauvre Samuel Paty. Non, mais vous vous rendez compte? Alors, je vous rassure, Pierre, on a tout de même des alternatives. Même si on sera censuré sur certaines plateformes, d'autres nous accueilleront avec plaisir. Donc, rassurez-vous. En tout cas, c'est gentil. C'est gentil. Ensemble, nous allons parler économie et notamment de la crise économique que nous vivons actuellement, ce qui m'a permis de replonger dans votre livre 777, la chute du Vatican et Wall Street selon Saint Jean, dans lequel vous démontrez combien le texte de l'Apocalypse de Saint Jean était prophétique et qu'il annonçait il y a plus de 1900 ans déjà la crise économique qui a débuté un fameux 29 septembre 2008. Alors c'est important de faire un bond dans le passé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Selon vous, est-ce une crise économique qui a été créée de manière intentionnelle ou c'est un signe du divin ? J'ai pas le sentiment, si vous voulez, que la crise économique de 2007 ait été fabriquée intentionnellement. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai écrit un livre sur la source du problème qui s'appelle JP Morgan, en l'occurrence toute l'équipe de la bancaire de l'époque, Blight Masters. Hein, donc j'ai même écrit sa biographie. Hein. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des personnes qui ont le don de voir l'avenir. Je veux dire, toutes les sociétés ont ça. Je fais régulièrement des reportages en Turquie. Alors j'ai rencontré vraiment... Je vous donne ça comme exemple. Hein. J'ai rencontré tout un tas de gens, des députés, des anciens ministres, etc. Et tous ou toutes ont leur voyante, voire leur médium, ou leur liseuse de marque de café. Alors, donc ça, c'est au Moyen-Orient. Si vous allez en Inde, il n'y a pas une seule décision ministérielle qui n'est pas prise avec l'aide des astrologues. Il en va de même pour le mariage. Donc il n'y a qu'en France, où on a coupé la tête du roi, et donc de Dieu, hein, parce que c'était un roi de pouvoir divin, qu'on a décrété que tout ceci n'existait pas. Malheureusement ou heureusement, tout ceci existe et ne cessera jamais. Et donc, il y a des gens qui ont ce pouvoir alors, même tout le monde, hein, je veux dire, qui n'a pas fait un rêve, on va dire, prophétique dans sa petite vie privée, hein, tout simplement. Et il se trouve que la science des expériences aux frontières de la mort, vous savez, les gens qui meurent, qui ont une crise cardiaque, qui sont dans des accidents, qui passent dans le fameux tunnel de la lumière, blabla, et ainsi de suite, eh bien, très souvent, quand ces gens, par exemple, sont de l'autre côté, hein, et qu'ils rencontrent un membre de leur famille décédé, ou un ange, ou ce qu'on veut, en fait, ces personnes ne veulent pas revenir dans leur corps. Hein, ils disent c'est fini pour moi. Et disons que cette lumière m'a entouré. Elle s'est approchée de moi, elle m'a entouré, tout en me laissant derrière une porte de sortie, que j'ai traduit ça comme une éventualité pour que je puisse retourner si d'aventure j'en avais envie. Mais j'étais tellement heureux, pourquoi serais-je parti de ce bonheur que j'avais, que je découvrais en même temps que moi? Car terrestre sur la Terre ne peut pas avoir un bonheur aussi grand. Et en fait, très souvent, on leur montre un bout de leur avenir personnel, en fait, techniquement, on les force à retourner dans leur corps pour finir leur vie. Et tous ces gens, pour une très grande majorité de ce que j'ai pu voir, c'est que effectivement, on leur a montré des bouts de leur futur avec des années et des années d'avance. On m'a montré que mes beaux-parents, qui avaient à peu près le même âge,
et ma grand-mère à 3 ans près, on m'a montré que lorsqu'ils partiraient sur la Terre, ce serait tous les 3 presque en même temps. Et dont 2 à 3 semaines d'intervalle. J'avais dit ça à mon mari. J'avais dit, tu sais, je me rappelle plus qui partira premier, second, troisième, mais ils partiront à 3 semaines d'eux. Alors le 27 janvier 81, un mardi, mon grand-père nous quitte. 3 semaines après, un mardi, c'est ma grand-mère. Et dans le courant de l'année suivante, c'était ma belle-mère. Et j'avoue que ce sont des choses concrètes comme ça qui ont incité mon mari finalement à me croire, quoi. Alors, là, je referme ce tiroir explicatif pour montrer que ce que Saint Jean a vécu à Patmos, il a eu ce qu'on appelle typiquement une expérience aux frontières de la mort. Il est sorti de son corps, et il le dit d'ailleurs. Il le dit, c'est extrêmement clair. Dès qu'on regarde ça avec la grille de ce qu'on appelle l'expérience aux frontières de la mort, et on lui a montré le futur. On lui a montré vraiment le futur, qu'il ne comprenait pas. Parce que il n'avait, à son époque, c'est là où je veux en venir, l'argent n'existait pas. Enfin, si, l'argent n'existait pas, mais c'était des pièces d'or ou d'argent, ou de bronze, et c'était tout. Et donc, quand on lui montre un billet papier, un billet en papier, il comprend pas, mais il dit en fait il y a des têtes dessus. Et si vous regardez effectivement le dollar par exemple, tous les billets de dollars vous avez une tête dessus. Hein, c'est ce qu'il dit. Ensuite, il vous parle d'une boîte à images, hein, des images qui parlent. Des images qui parlent. Je sais pas si vous vous rendez compte. Tous les traducteurs se sont pris la tête là-dessus. Tous les traducteurs. Mais comment pouvaient-ils voir ça? Alors, les traducteurs qui ont travaillé sur les textes, notamment en grec, hein, parce qu'on a une version grecque, avant l'invention de la télévision, bon, pour eux, du tout, bon, ça passe. Mais à partir du moment où on est rentré dans la civilisation des médias, de la télévision, les images qui parlent et qui bougent, hein, voilà. C'est quand même extraordinaire, je veux dire, c'est un texte qui date d'il y a quasiment 2000 ans. Et il vous parle de la boîte à images, hein, voilà, c'est extraordinaire. Et tant et si bien, et c'est là où je veux en venir, c'est que, oubliez le français, et prenez par exemple la cérémonie des Oscars. Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Je dis, mais si, parce que les Oscars sont délivrés par l'Academy of Motion Pictures. Motion Pictures. Alors pictures, c'est les images, mais motion, en anglais, c'est le mouvement. Donc c'est les images qui bougent. Vous me suivez? C'est tout à fait extraordinaire que Saint Jean ait décrit des images qui bougent. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, de façon à la faire parler et à faire tuer tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Apocalypse 13, verset 15. Quand Hollywood a commencé à se créer, c'était effectivement le cinéma muet, et c'était des images qui bougeaient, donc on n'avait pas le son encore. Et tant et si bien, si vous voulez, que Jean voyait... Enfin, moi je trouve ça tout à fait merveilleux et extraordinaire. Vous savez, moi j'étais totalement émerveillé, tant et si bien que j'avais expliqué dans ce livre, si mon analyse est juste, le pape Benoît XVI va dégager du Vatican. Voilà. Il va être, je l'ai même dit en direct à la radio, l'enregistrement est disponible sur YouTube, vous l'avez. Et attendez, et encore plus dingue, c'était 1 an jour pour jour. C'est-à-dire que avec Laurent Fent, on avait fait cette émission, et 1 an après, jour pour jour, Benoît XVI était démissionné il a été viré du Vatican. C'était assez stupéfiant. Alors vous allez encore plus loin aussi dans votre livre, parce que vous vous posez la question, et si la bête, qui est décrite dans les prophéties de Saint Jean, n'était autre que l'argent, le système financier et le système bancaire? Oui, bah écoutez, aujourd'hui, j'en suis totalement convaincu. Hein. C'est la bête à cette tête. Je veux dire, ce qui s'est passé le 29 septembre 2008. Et en plus, par hasard, j'étais devant la télé à ce moment-là sur CNBC. Quand le -777 s'est affiché, j'ai dit, c'est pas possible, quoi. D'autant que je savais, tout le monde sait, si vous voulez, à New York, on appelle ça le casino. Les gens qui travaillent à Wall Street sur ce qu'on appelle le floor, ils appellent ça le casino.
Hein, et je veux dire, quand vous allez au casino, avec la machine à sous, hein, vous gagnez, vous déclenchez les 777, vous gagnez le méga jackpot. Bah là, c'était le méga jackpot, mais exactement à l'envers. Et depuis cette date-là, c'est le tapis roulant qui s'est mis en marche à l'envers. Voilà. Je sais pas si vous voyez l'idée, vous savez, à la gare Montparnasse, à la station Montparnasse, vous avez un tapis roulant qui fait quasiment 1 kilomètre, ou je sais pas combien, ou 500 mètres, enfin ça en finit plus. Eh bien, imaginez ce même tapis roulant qui se met, qui d'un seul coup change de direction. Et tant et si bien que ce tapis roulant fonctionne toujours dans l'autre sens, ce qui oblige la Fed, la BCE, etc., la Bank of Japan, Bank of England, à imprimer des trilliards de fausses monnaies, ce qui a déclenché l'hyperinflation bien avant le Covid et tout le bazar. Et il n'y a pas de solution. Le système est voué totalement à l'arrêt. Tant et si bien que ces gens-là sont aussi intelligents que nous, voire infiniment plus intelligents. Ils sont bac plus 20. Ils n'ont jamais bossé de leur vie. Hein. Ils ont un doctorat en économie et ils sont directement passés, si vous voulez, de leur doctorat à l'enseignement. Mais ils n'ont jamais bossé dans une entreprise. Hein, cela dit en passant. Alors on va juste rappeler que justement vous parliez de cette planche à billets. On va rappeler qu'elle a effectivement commencé en 2008, mais qu'elle dure. C'est-à-dire, ça fait 15 ans qu'elle dure et c'est elle qui a contribué à l'hyperinflation. Mais on en a parlé ensemble. Rappelez-vous, je vous ai dit, je le dis depuis longtemps, les taux négatifs n'ont jamais existé dans l'histoire humaine. Donc il y a quelque chose déjà qui ne va pas. C'est une première dans l'histoire humaine, de la même façon que l'invention de l'écriture, quelque part. Les taux négatifs n'ont jamais existé. Qu'est-ce qui a détruit les banques là ? Ce sont les taux négatifs. Ce sont les taux négatifs qui les ont détruits. Ça fait depuis 15 ans, les banques licencient. Plus d'1 million de banquiers ont été virés. C'est que j'invente rien. C'est là, juste en venant vous voir, j'ai vu encore une grande agence. Alors je crois que c'était Société Générale ou Crédit Agricole qui a fermé sur l'une des avenues les plus riches de Paris. C'est fini, terminé. Ils sont en train de tout fermer, de tout vendre. Et ils veulent nous prendre des vitesses, c'est-à-dire imposer l'argent, supprimer le cash. J'ai été le premier à le dire, tant et si bien que le journal Le Monde m'avait nommé le pape des conspirationnistes ou je ne sais quelle ânerie. Cela dit, ils nous ont rendu un grand service finalement. Et vous voyez, aujourd'hui, maintenant, vous avez des papiers dans toute la presse, même régionale, vers la suppression du cash, les gens n'utilisent plus le liquide, on va vers le cash digital. Voilà. Sauf que le cash digital qu'ils veulent nous imposer, ça va être contrôlé par l'État. Voilà. Alors justement, Olivier Delamarche, on va vous faire entendre ce qu'a dit hier Gérald Darmanin. C'était à propos d'une réunion publique en soutien à un candidat à la majorité présidentielle. C'était mardi 31 mai, pour être tout à fait exact. Et voici ce qu'il a dit en parlant du trafic de drogue, mais il a évoqué autre chose. Écoutez. La bonne lutte contre la drogue, ce sera, pardon pour ceux qui luttent contre ça, ce sera la disparition de l'argent liquide, puisque tout sera tracé électroniquement dans 10 ou 15 ans. Vous direz, ça ne règle pas le problème aujourd'hui, vous aurez bien raison. Mais vous allez voir que la baisse de l'argent liquide va permettre plus de traçabilité, et cette traçabilité va nous permettre d'établir beaucoup plus fort sur les trafics. On en parlera évidemment dans des années, et c'est pas ce qui va vous intéresser immédiatement, bien évidemment. Alors voilà, oui, effectivement, c'est pas pour demain, mais enfin, c'est pour après-demain, donc il y aura plus de cash, c'est fini. La baisse de l'argent liquide, voire la disparition de l'argent liquide, c'est ce que dit Gérald Darmanin, ça y est. C'est aussi simple que ça, et ils peuvent même mettre une durée de validité. Imaginez par exemple que vous gagnez, vous gagnez 3 000 euros ou 4 000 euros par mois, et on vous dit, madame, monsieur, l'État a besoin que vous dépensiez 2 000 euros par mois ou 3 000 euros par mois. Et donc, ces 3 000 euros vont arriver à expiration au bout de 6 mois. En fait, tout va dépendre de l'État. On vous donnera votre rémunération si vous avez été sage, si vous avez crié gloire au grand leader tous les matins avant d'aller travailler, etc. Presque un crédit social à la chinoise, quoi, quelque part. C'est du crédit social pur à la chinoise. Et on glisse vers ça gentiment. Alors, je vous dis pas que c'est demain matin non plus, mais on glisse vers ça. Et évidemment, la suppression du liquide va dans le même sens. C'est-à-dire que vous recevrez votre monnaie digitale sur votre téléphone directement, et puis on vous dira
tant doit être consacré à ça, tant doit être consacré à ça, et vous n'aurez plus aucune liberté. Mais c'est ce qu'ils veulent. Christine Lagarde en a parlé. Mais elle n'est pas la seule. La patronne de la BCE. De la Banque mondiale on a parlé. Ils en parlent tous. Il y a même des essais qui sont faits. En fait, ils veulent arriver au modèle chinois. Parce qu'en Chine, ça fait depuis maintenant à peu près 8 ans, plus personne n'utilise l'argent liquide. En Chine, on dit que seuls les paysans utilisent encore des billets de banque. Sinon, tout le monde, c'est avec leur téléphone. Hein. On paye avec le téléphone, on fait des virements instantanés. La logique de surveillance globale accompagne systématiquement les mutations de la société chinoise en s'appuyant sur les progrès de la technologie. C'est le cas avec la disparition d'une espèce apparue au XIe siècle en Chine, le billet de banque. Petit à petit, à Pékin, les billets, par nature anonymes, disparaissent au profit du paiement sans contact, parfaitement traçable par le régime. Alors, qu'est-ce que vous répondrez justement? Vous avez évoqué Christine Lagarde. Dans cette fameuse vidéo où elle se serait fait piéger, elle a annoncé justement les pourparlers concernant l'euro numérique pour l'automne 2023. Et donc, elle annonce cet euro numérique comme une lutte contre le terrorisme, finalement. Non, mais vous avez raison de le souligner, mais le terrorisme, en fait, c'est pas le terrorisme, mais pour le grand public, c'est ce qu'ils ont besoin de dire. Voilà. Oui, vous vous rendez compte, à Nice, ils ont loué Non, ils l'ont pas fait, ils l'ont fait avec une carte de crédit. Qu'est-ce qui vous empêche de louer C'est n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Aujourd'hui, on vous empêche de retirer 2000 € en liquide dans votre banque sous prétexte de terrorisme. C'est arrivé à plusieurs de mes lecteurs qui sont policiers. On leur a dit, monsieur, vous pouvez pas retirer de l'argent à cause du terrorisme. Alors le mec, il sort sa carte, il dit, justement, je suis policier, je suis commandant de police, donc vous êtes gentil, vous arrêtez vos conneries. Vous voyez ce que je veux dire? Et même là, il voulait pas lui donner. Hein, il est obligé de faire venir des supérieurs. Voilà, c'est ça. En fait, c'est le vol. Parce qu'à partir du moment où l'argent digital arrive, les banques sont sauvées. Voilà. C'est-à-dire que la crise bancaire, là, du coup, elle est complètement jugulée, puisque, du coup, tout le cash est contrôlé. Ça donne à l'État, à tous les États, le contrôle absolu de l'épargne des gens et des revenus des gens. Et imaginez, par exemple, Marcel... Hein, Monsieur Marcel, il ne va pas plaire à Monsieur Macron, à Monsieur Emmanuel, hein, et Monsieur Emmanuel, il va dire à la banque de Monsieur Marcel, comment celui-là, il commence à me les gonfler, et la banque de Monsieur Marcel va appuyer sur un bouton et c'est fini, il pourra plus utiliser son digital, son argent. C'est ce que vous avez en Chine aujourd'hui. Un bon score donne des avantages, un mauvais enlève des droits. Dans ce cinéma, ceux-là sont de mauvais payeurs. Des visages que nous avons dissimulés. Les noms, les adresses se retrouvent en haut de l'affiche. C'est une question de principe. Il faut les dénoncer, ces gens-là. Ces gens ne sont pas honnêtes. Ils doivent payer le prix. Ne pas rembourser. C'est normal de payer ses dettes. Sinon, il faut les mettre sur la liste noire. Cette liste noire, la voici, établie par la Cour suprême pour ces mauvais citoyens dont la note est tombée à 0. Elle concerne des entreprises, mais aussi 23 millions d'individus à ce jour. Parmi eux, un journaliste, Liu Ru. Il se serait approché d'un peu trop près des affaires de corruption de hauts responsables du parti. Condamné par un tribunal pour diffamation, c'est pour cela, selon lui, que son nom s'est retrouvé sur la liste noire, du jour au lendemain. Il l'a découvert en allant chercher un billet de train et compris qu'on ne le laisserait plus voyager. Voilà, ça me dit que je suis toujours sur la liste noire. Il est jugé indigne de confiance et donc puni. Une fois qu'on se retrouve sur liste noire, on ne peut plus avoir de crédit bancaire, ou créer une entreprise, acheter un appartement, ou même envoyer ses enfants dans une école privée. Rares sont ceux comme Liu Ru qui osent émettre une critique contre ce système que certains qualifient de dictature numérique. C'est ce que vous avez exactement avec le crédit social et tout le bazar. Mais ça se passe... Enfin,
hors crédit social, hors euro numérique. Ça se passe déjà actuellement, puisqu'il y a des comptes bancaires qui ont été fermés pour certaines personnes. Là, je pense par exemple... Au Canada même rappelez-vous. Ici en France. Je pense à la journaliste Anne-Laure Bonnel, qui en retour Exactement. de documentaire qui s'est vu son compte bancaire fermé, Thierry Casasnovas, pour ne citer que, quoi, en fait. Oui, à la limite, vous avez raison. Effectivement, ça, c'est le début. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont au sommet de la pyramide. Donc, et progressivement, si vous voulez, ils vont... bon, à la limite, je ferai une nuance pour Anne-Laure Bonnel, parce que ce que j'ai vu avec tous mes lecteurs de la revue de presse internationale, tous ceux qui avaient épousé des Russes, enfin, hommes ou femmes, hein, et qui avaient, un mois après le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, ils ont tous, quasiment tous, vu leur compte bloqué, convoqués à l'agence pour donner des explications, pour savoir qui ils font, ce qu'ils font, etc. Patati patata. Voilà. Donc je pense que elle, c'était dans ce cadre-là. En revanche, le Canada, oui, on a vu tous les manifestants, on a vu leur compte fermé ou bloqué. Hein, voilà ce qui s'est passé au Canada. Donc ça va arriver. C'est une évidence, bien sûr. Vous avez raison. Alors Jacques Attali annonce la crise financière, pour août 2023, tandis que Bruno Le Maire, ministre de l'économie, nous annonce la fin de l'inflation pour la fin de ce même mois. Vous penchez pour lequel, là? Je ne pense je ne connais pas Bruno Le Maire, je connais Attali. Je l'ai interviewé plusieurs fois. Il est même d'ailleurs, je l'avais interviewé pour un livre qui s'appelle Notre-Dame de l'Apocalypse, vous voyez, parce que c'est une Formule 1 intellectuelle, ça, de ce côté-là, c'est indiscutable. Jacques Attali n'a pas vu l'explosion de Wall Street, contrairement à moi, hein, je précise, mais il nous explique qu'il y aura une crise à venir. Mais on est en plein dedans. On est en plein dedans. Et pour une raison très... Écoutez, pourquoi il vous parle du mois d'août? À chaque mois de juillet, août, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des milliards, oui, des milliards. Vous avez 500 millions de gens qui économisent pour leurs vacances. D'accord? Toute l'année. Et arrivé juillet, août, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez des milliards qui commencent... parce que les gens partent, donc ils vont aller en Turquie, ils vont aller en Dalmatie, en France, en Espagne, et vous avez tous ces milliards qui, effectivement, vont bouger. C'est Jacques Attali qui nous a fait l'éloge de ces mouvements permanents, libres, etc. Sauf que c'est tellement libre aujourd'hui que c'est à partir du moment où tous ces fonds quittent une banque qui est déjà étouffé, là ils ont l'eau jusqu'à là, et là ils se retrouvent avec l'eau jusqu'à là. Donc ils appellent le gouvernement, imprimer vite de l'argent pour remettre sur... Voilà. C'est pour ça qu'ils parlent du mois d'août. Parce qu'à chaque été, et ça maintenant, nous, les spécialistes, vous avez d'autres gens, je veux dire, vous avez le professeur Chevalier qui l'observe depuis très longtemps, vous avez Ambrose Evans Pritchard dans le Télégraphe qui l'observe depuis très longtemps, vous avez Zero Hedge, enfin bon, on le voit tous, hein, mais ça c'est un truc technique. Si vous voulez, vous avez des centaines de milliards qui bougent littéralement au mois de juillet et surtout au mois d'août. C'est là où les gens prennent massivement leurs vacances. Et donc là, la crise de liquidité, c'est là où elle se fait le plus sentir. Moi, je l'ai vu déjà il y a 4 ans. Il y a 5 ans, ça a failli exploser. Ils ont été sauvés. Vous savez, à Wall Street, ils ont le gouvernement américain a un truc qui s'appelle le PPI. PP, comme Pierre, hein, voilà, Pierre, Isidore, d'or. Et ça s'appelle en fait The Plunge Protection Team. Hein, c'est pour empêcher Wall Street de couler totalement. Voilà. Et donc, chaque fois que là, ils sont dans une situation absolument intenable, vite, le PPI intervient et donc ils impriment des centaines de milliards qu'ils redistribuent dans le système bancaire américain. Voilà. Ou éventuellement qu'ils envoient en Europe. Je vous signale qu'en 2008, ce sont les Américains qui ont sauvé Société Générale quand même. Hein. BNP, pareil. BNP, ça a été la première banque en 2008. C'était en août, puisqu'on en parle. De mémoire, je crois que c'était en 2007, août 2007 ou 2008. Je crois que vous l'avez dans le livre. Où ils ont arrêté les retraits d'un fonds qui était réservé à des gros milliardaires, des multinationales, etc. Et ça s'appelait ABS, oui,
Et les freins, là, pour le coup, comme je le dis dans le livre, n'ont pas fonctionné, vous voyez. Et c'est ce qui a déclenché la première panique, hein, voilà, jusqu'à arriver en septembre 2008. Il me semble que c'était c'était soit en août, soit en 2007 ou 2008. Je penche plutôt pour 2008. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il vous parle de l'été. Voilà. Parce que c'est toujours en été où c'est le plus grave. Voilà. Si vous avez cette migration, si chère à Attali, hein, cette migration qui quitte les fonds de toutes les banques pour aller dans des banques du tiers-monde. On va dire ça comme ça. Ça va aller en Tunisie, ça va aller au Maroc, là où les gens prennent leurs vacances. Voilà. Les Espagnols, ils sont ravis. Alors, ils touchent des centaines de milliards. Et eux ne sont pas, ils sont pas si affectés que ça par rapport à nous, paradoxalement. Les gens vont aller en Italie. Vous voyez? Donc, tout cet argent, les Scandinaves, là, les mecs, ils n'ont jamais de soleil. Les Allemands, ils n'ont jamais de soleil. Les Anglais, ils n'ont jamais de soleil. Donc, waouh, plaf. Au mois d'août, là, c'est vraiment, ça fait le plein. Ceci explique cela. Alors, quelles sont les alternatives qui s'offrent à nous? On parle beaucoup de l'or comme étant la clé de notre avenir économique. Alors, est-ce juste de le dire? Le cours de l'or varie actuellement entre 1800, on va dire... Non, il est à 2000, hein. Non, de l'or. Il est à 2000. Ça semble intéressant, mais dans quelle mesure? Alors, écoutez, les alternatives, elles sont extrêmement simples. Parce que c'est des questions que j'ai, vous pensez bien, depuis à peu près 15 ans. J'ai toujours dit, je le redis, vous avez les options suivantes. D'abord, la maison avec le jardin, hein, déjà, pour vous, hein, pour mettre un toit au-dessus de votre tête. Bon. Ensuite, vous devez faire 30 ou 40% en or, en pièces d'or ou lingots d'or. Ensuite, vous prenez éventuellement des actions. Hein, voilà. Si vous avez vraiment un peu d'argent que vous vous dites je peux les jouer au casino à la roulette, vous pouvez éventuellement les mettre dans le Bitcoin ou l'Ethereum, moi je dirais à peu près 5% ou 10%, mais majoritairement l'or est la seule chose qui... écoutez, les banques centrales ont racheté tout l'or qu'elles ont vendu avant 2007. C'est un signe ça. Donc, si les banquiers centraux achètent de l'or, attends, moi, il ne faut pas être plus royaliste que le roi, hein, je vous le dis. Hein. Non, mais sérieusement, voilà. Et l'or, c'est à vous. Hein, vous l'enterrez dans votre jardin, vous le planquez dans un coin, et c'est tout. Et personne ne pourra vous emmerder. Moi, je vous rappelle qu'en 2012, en Grèce, quand les Grecs ont été interdits d'aller dans leur banque, hein, à cause de la crise, tout le bazar, je vous signale qu'ils n'avaient même pas le droit d'aller dans leur coffre. Aller chercher des pièces ou le contenu de leur coffre ça a duré 3 mois ou 6 mois, je me souviens plus. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Voilà, donc ça vous montre bien, si vous voulez, que c'est vraiment c'est vraiment votre indépendance. Voilà, c'est votre indépendance absolue. Alors, si je vous parle de l'or, c'est surtout parce que dans votre livre, vous racontez l'anecdote du plus grand hold-up de l'histoire en 1933 aux États-Unis avec le président américain Franklin Roosevelt qui demande à tous les Américains de rétribuer en fait tout l'or qu'ils ont en leur possession, quoi. Donc ma petite question en fait c'était ça. Est-ce qu'on peut pas craindre qu'à un moment donné ça arrive s'il y a une chute de tout le système bancaire? Non, parce que n'oubliez pas. D'abord, il y a beaucoup de gens qui pensent à tort que Franklin Roosevelt, comment dire, alors il a émis l'ordre, le fameux. On a la photo, je sais pas si on peut le montrer. En disant c'est pas une saisie hein, de l'or, c'est une obligation de vendre. Bon. Alors, il y a très peu d'Américains qui ont obéi, hein, je vous le rappelle. Hein. Ils ont tous enterré leur or, ils ont attendu, ils sont pas fous. Pourquoi? Parce qu'au Canada, c'était libre, hein, donc il suffisait d'aller au Canada et à l'époque, personne ne vous contrôlait dans les avions. Donc, il n'y a que 10% de crétins qui sont allés vendre leur or à la Fed, aux banques. Et alors, écoutez l'arnaque, parce que c'est une double arnaque. Le prix fixé pour le rachat, c'était 25 $, on va dire la pièce d'or, ou l'once, voilà, 25 $ l'once. Une fois que les 10% de crétins ont obéi aux ordres, vous savez, c'est un peu comme tous les mecs qui se sont vaccinés, ils ont obéi, ils sont allés se vacciner, eh bien, juste après, il a remonté comme ça, du jour au lendemain, ils l'ont remis à 35.
C'est-à-dire que arbitrairement, toutes les banques étaient, et surtout la Fed, ils ont construit Fort Knox pour ça, hein, je vous rappelle, c'est pour entreposer. Le problème de ce truc-là, c'est qu'ils se sont retrouvés avec des pièces en 14 carats, 16 carats, c'était pas de l'or de banque. Et depuis, la Fed n'a jamais autorisé un audit. Donc, ça se trouve, il n'y a même pas tous les lingots d'or que l'Amérique prétend avoir aujourd'hui. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Je vous assure, c'est vraiment intéressant. Ce qui est intéressant ici, c'est ce que je vous dis à nouveau, c'est que l'or, effectivement, ça reste le dernier bastion. Voilà. Alors, ils peuvent le truander autant qu'ils veulent avec leur papier. La banque Rothschild en France, elle vend du lingot en papier. Ils pourraient le vendre fourré à la pralinée ou au caramel, hein, ça serait pareil. Hein. Vous comprenez? Mais ils vous donnent pas le vrai lingot. Hein, on dit, monsieur, on a reçu votre lingot d'or. Hein, par exemple, si vous allez à votre librairie, dites, tiens, je veux commander des livres de Pierre Jovanovic, je peux vous les avoir pour demain ou après-demain, et ils vous donnent le livre physiquement. Là, non, ils vous donnent un certificat, on a bien votre lingot. C'est comme si le libraire vous donnait un petit certificat, je certifie qu'on a les livres, mais on vous les donne pas. What the fuck? Mais vous vous rendez compte de l'escroquerie? Et cette escroquerie a été mise en place par la Fed en 71. Aujourd'hui, on a les documents, et c'était à la demande de la Fed, c'est pour faire baisser, pour empêcher en fait les Européens de demander aux Américains de venir récupérer leur or. Vous savez que De Gaulle a été un des rares à récupérer, selon les accords de Bretton Woods, hein, parce que l'accord de Bretton Woods disait le dollar est devenu la monnaie, on va dire universelle, et tous ceux qui ont trop de dollars peuvent venir à la Fed. Donc c'est en pays, hein, c'est uniquement par les pays, et vous nous donnez vos millions de dollars, et nous, on vous les échange contre des lingots d'or. On vous donne des lingots d'or. Voilà. Et vous avez un film qui est très bien avec Audrey Hepburn, qui s'appelle Charade. Hein, c'est un grand film d'ailleurs, je vous invite à le regarder. Charade, je ne sais pas si on peut voir un extrait, dans lequel il y a Walter Matthau, et ça se passe à l'ambassade des États-Unis, là à Paris, avenue Gabriel, oui, c'est le fait des archanges là, et qui dit aujourd'hui nous avons reçu des ordres, il faut qu'on garde nos lingots d'or par-devers nous, un truc comme ça. Oui, oui. En 1944, 5 membres du SOMS, Service d'opération militaire spéciale, eurent pour mission de se rendre à l'arrière des lignes allemandes pour remettre 250 000 $ or à la résistance française. Ces hommes étaient en fait votre mari Charles, les 3 autres qui assistaient à l'enterrement hier, et Carson Daigle. Oh. Et au lieu de remettre l'or, ils l'ont volé. Comment? En l'enterrant, bien sûr, et en déclarant que les Allemands s'en étaient emparés. Tout ce qu'il leur restait à faire, c'était de revenir après la guerre, de le déterrer, de le répartir en 5 parts. 250 000 $, c'était une somme. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Mais s'ils ont volé cet argent, pourquoi ne pas les arrêter tout de suite? Nous savons tout ce qui s'est passé en rassemblant les détails que nous avons pu avoir, mais nous n'avons pas de preuves. Mais qu'est-ce que cela a à faire avec le CIO? CIA, Madame Lampère. Le prolongement du SOMS du temps de guerre. C'était notre argent et nous voulons le récupérer. Et c'était le leitmotiv des Américains, garder nos lingots d'or. Parce qu'en fait, ils avaient imprimé évidemment 10 000 fois plus de dollars qu'ils n'avaient de lingots d'or dans leur réserve à la Fed, au Trésor. Voilà, c'est une immense escroquerie. Vous savez, moi je reviens, il y a une relation fondamentalement spirituelle entre l'argent et les dieux. Voilà. Pour une raison très simple, c'est que si vous reprenez par exemple une pièce d'il y a 600 ans, Alexandre le Grand, tiens, prenons Alexandre le Grand, hein, ça ne rajeunit pas hein, en termes de... Hein, ça nous remet à 2600 ans en arrière. Qu'est-ce que vous avez sur les pièces? Vous avez les déesses, vous avez Athéna, qui est frappée d'un côté, et vous avez éventuellement Nike, hein, c'est pas les chaussures, mais c'est la déesse de la victoire, qui est frappée de l'autre côté. Hein, où vous avez Zeus, qui est frappé d'un côté. C'est toujours les dieux. Le Parthénon, avant, c'était quoi? C'était le temple d'Athéna, mais c'était également la banque centrale. C'est là où les Grecs entreposaient leur trésor. C'était leur banque centrale. C'était la même chose à Sumer.
Vous savez, c'était l'un des rôles de tous les prêtres au Moyen Âge. Ils étaient garants du trésor. Quand vous aviez des paysans sumériens qui vendaient leur blé, tout ce qu'on retrouve, si vous voulez, comme tablette sumérienne, c'est ça. En fait, ils prêtaient serment devant la déesse Ninursag, en disant oui, à terme, je vous vendrai mon blé dès que je l'aurai récolté. Voilà, ça se passait toujours dans les temples. Aujourd'hui, les banques centrales sont les temples modernes, mais il n'y a plus de Dieu dessus. Voilà, c'est ça le truc. Et tant et si bien, si vous voulez, l'escroquerie de l'euro est allée tellement loin, parce que les gens connaissent cette histoire, évidemment. Ce sont quand même des spécialistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, pour l'euro, on va dégager, on ne mettra même pas une tête, comme dit Saint-Jean. On va pas mettre Napoléon ou Schiller en Allemagne ou Dante en Italie sur les billets de banque. Parce qu'avant, on mettait des dieux. Après, on a mis nos grands hommes inspirés. Forcément, ils sont inspirés par les anges, on va dire c'est comme ça. Ils mettent des portes et des fenêtres, je l'ai dit 1000 fois, des portes et des fenêtres qui n'existent même pas. Et c'est pour que les gens, en Europe, ne thésaurisent pas, qu'ils ne gardent pas l'argent par devers eux, étant donné que c'est faux. Tout est faux sur ce billet. Tout est faux. Et tout était déjà indiqué. Un billet de banque, c'est terriblement révélateur, contrairement à ce qu'on peut croire. Et l'euro montrait déjà, à sa naissance, à quel point il était faux. Et il est toujours encore plus que jamais aujourd'hui. Il a perdu quasiment 40% ou 50% de son pouvoir d'achat depuis son introduction au public. Je me souviens des reportages à la télé en 2001, vous vous souvenez ? Oui, ça va nous sauver, Kouchner, l'avenir est rose, etc. Nous avons une monnaie formidable. Pour nous, Français, c'est une chance. L'euro nous apportera plus de choix dans nos achats, des prix plus bas, de nouvelles parts de marché, de nouvelles possibilités d'investissement et donc d'emploi. Il nous apportera plus de stabilité dans un monde incertain, plus de force face aux grands pôles économiques et politiques qui existent ou se développent sur la planète. Non, c'est une monnaie qui est en train de nous détruire. Demandez aux Grecs, demandez aux Italiens, demandez à Chypre, où ils en sont aujourd'hui. Il n'y a que ceux qui ont gardé leur monnaie qui s'en sortent. Les Polonais, les Hongrois, les Anglais sont très bien sortis, ils ont gardé leur monnaie, c'était pas fou. Voilà. À partir du moment où vous donnez le pouvoir de votre banque centrale à quelqu'un d'autre, vous êtes mort. Voilà. Vous êtes sous. C'est comme si vous donnez votre porte-monnaie à monsieur à côté, et chaque fois que vous voulez faire un achat, vous devez demander sa permission. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans l'Europe. Et c'est pour ça que nos hommes politiques n'ont plus aucun pouvoir. Aucun. Ce sont des marionnettes pures et simples. Voilà. Alors, on va parler des ménages français. Oui. La plupart épargnent. Ils ont des comptes épargne, ils ont des livrets A, des PEL. Est-ce qu'on peut encore faire confiance à ce système d'épargne ? Non. Non, pour une raison très simple. Et pourtant, on nous le vante. Là, le livret A, par exemple, son taux est passé à 3% début février. On nous vante. Oui, après, pendant 10 ans, après avoir volé les gens avec des taux négatifs pendant 10 ans. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez une inflation qui est de 20%. L'inflation officielle, c'était de 18%. Je l'ai donné dans la revue de presse ce lundi, dans la zone euro. Je crois que c'est 18,5 ou 19,5. Et vous avez 3%. Donc 19 moins 3, ça fait combien ? Ça fait moins 16. Vous perdez moins 16 par an. Et les banques sont dans le même état. Et en plus, aujourd'hui, vous avez des pubs. Alors, j'ai vu des pubs récemment. Vous les avez vus aussi. Le Crédit Agricole investit votre épargne dans des futurs projets. Tu vois l'hôpital où t'es né là ? Eh ben, s'il y a autant de bébés qui y sont nés, c'est aussi un peu grâce à moi. Et l'usine là, si elle est là, c'est aussi grâce à moi. Hop, c'est comme ton école. C'est aussi un peu grâce à moi qu'on l'a rénovée pour que tu puisses y aller. Ouais, pour l'école, t'étais pas obligé. Bon allez, bisous. Être client Caisse d'épargne, c'est choisir une banque régionale qui réinvestit votre épargne là où vous vivez. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
en fait, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est qu'ils le gardent même pas. Ils le gardent même pas. Avant, la caisse d'épargne, c'était, comme son nom l'indique, l'épargne. Ils le gardent par devers eux. Et là, ils gardent plus rien. C'est fini. C'est terminé. C'est fini. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si le système bancaire s'effondre, qu'est-ce qui se passe Mais pour le tous système ces bancaire ménages? s'est déjà effondré. Alors, qu'est-ce qui se passe pour tous ces ménages qui ont épargné des Déjà, milliers d'euros peut-être? ils ont déjà perdu 15% par an de leur pouvoir d'achat. J'invente rien là pour le coup. Hein, et les gens me disent oui, parce que les gens, vous savez, ils veulent absolument que les banques, en fait, ils veulent un Lehman Brothers. Vous voyez, ils veulent un effet Lehman Brothers. Mais on peut pas avoir un effet Lehman Brothers dans le sens où, je l'ai souvent dit, l'argent c'est la colle de la société. Vous savez, c'est un peu comme vous savez, comme un moteur, c'est l'huile qui permet à tous les rouages de tourner sans problème. Si vous enlevez un moteur, un V8, toute l'huile qui lui permet de tourner, le truc vous explose à la figure. Bah, c'est la même chose pour les banques. Donc aujourd'hui, c'est too big to fail. Hein, c'est vraiment ça. Donc ce que vous allez voir, c'est que vous allez voir des concentrations de banques, exactement comme au Monopoly, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une ou deux grandes banques dans le monde ou en Europe, des choses comme ça. Mais ils ne peuvent pas, les banques D'ailleurs, moi qui connais bien l'histoire des banques, depuis longtemps, ça fait 40 ans que je suis journaliste, qu'est-ce que je vois? Je vois, vous savez, toutes les banques qui se rachètent les unes après les autres. Voilà. Et ça fait 30 ans que ça dure. L'UBS, par exemple, qui vient de racheter, enfin, qui a fusionné, pardon, de manière complètement illégale en plus, hein, c'est totalement illégal ce qui s'est passé. C'est le résultat déjà de la fusion de 3 ou 4 autres banques suisses qui avaient déjà des difficultés. Quand deux banques fusionnent, ça veut dire que l'une était morte. Et si vous regardez l'histoire des banques actuelles, qui ont survécu donc, elles sont le résultat de toutes les autres banques qu'elles ont rachetées ou qu'elles ont fusionnées. Prenez par exemple le Crédit du Nord. Il mourut. Vous êtes d'accord? C'est pas une grande banque. C'était une banque sublime. C'était une banque protestante en plus, vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé cette banque. Crédit du Nord avait racheté une série de banques régionales qui auparavant étaient indépendantes. La banque Tarnot, par exemple. Il y avait d'autres petites banques. Et tout ça donc est venu renforcer le Crédit du Nord. Et que s'est passé? Crédit du Nord, à un moment donné, a eu un problème. C'est la Société Générale qui l'a avalé. Voilà. Et Société Générale a déclaré l'année dernière, c'est fini, il n'y a plus. Terminé, il n'y a plus Crédit du Nord. Donc ils sont en train de progressivement de fermer les agences les unes après les autres. Voilà. Vous voyez, donc il va ne rester que ça. C'est un jeu de chaises musicales. C'est vraiment, vous savez, comme dans La Grande Vadrouille, vous savez, les mecs, les officiers allemands, là, en train de faire le tour de la table avec leurs chaises. C'est un peu l'idée. C'est ça le truc. Est-ce qu'on va vers une banqueroute universelle? Écoutez, c'est l'idée que développe Jean, hein, ça c'est très clair, net et précis. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il est en train de dire dans le livre, c'est que quand le monstre de la dette va sortir, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit il y a à peu près une demi-heure, je vous ai parlé des tsunamis d'impayés là, qui sont en train qui passent de banque en banque à cause de la crise de l'immobilier de bureau aujourd'hui. Et c'est 1000 fois plus grave que la crise de l'immobilier de particulier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Donc il risque effectivement d'avoir une banqueroute universelle. Les banquiers le savent, ils le savent très bien. Vous savez, le patron, le gouverneur de la Fed, Ben Bernanke, avait fait son doctorat sur Weimar. Et moi, j'ai écrit un livre sur Weimar, vous le savez, hein, la vengeance de la planche à billets. J'ai lu sa thèse de doctorat, qui est extrêmement intéressante. Et ce qui est dingue, c'est qu'il ne l'a pas appliqué. C'est-à-dire que la fabrication de fausses monnaies arrive à déclencher l'hyperinflation. Et au début, comme à Weimar, si vous voulez, au début c'est très lent, puis ça monte, puis d'un seul coup, ça monte en flèche, littéralement. C'est l'exemple que Ben Bernanke donne, que je donne.
dans le livre. Vous arrivez dans un restaurant et on vous donne même plus la carte parce que si votre steak coûtait, je sais pas moi, 100 000 marks, arrivé au dessert, il coûtait 400 000 marks. Voilà. Donc ils donnaient même plus de carte avec les prix, quoi. Et après, on est passé en milliards de marks. C'est ce que vous avez aujourd'hui au Venezuela, hein, à peu près. Hein. Moi, j'étais en Turquie pour voir comment fonctionne un pays avec 100% d'inflation. Vous avez le reportage. Alors, ce qui est intéressant avec les Turcs, c'est que eux, comme ils n'ont pas d'endettement, en fait, ils continuent ils augmentent les gens au fur et à mesure. Et moi, je vous rappelle que c'est un banquier qui a déconnecté l'obligation en France d'augmenter les salaires, enfin ce qu'on appelle l'échelle mobile des salaires, donc d'augmenter les salaires au fur et à mesure de l'augmentation, de l'inflation. Voilà. Et il a fait plaisir, ce faisant, il a déclenché l'immense vague de chômage. Voilà. Et ce monsieur s'appelait Jacques, il s'appelle toujours d'ailleurs, pauvre de lui, Jacques Delors, le papa de Martine Aubry, vous voyez. Quand la crise arrive et vraiment s'installe dans les années 80, au moment où l'économie française et l'industrie se cassent la figure, ça marche plus, ça coûte trop cher. Donc en 82, c'est paradoxalement un gouvernement de gauche, c'est Jacques Delors pour le ministère de l'économie et des finances qui supprime l'échelle mobile des salaires. C'est toujours les socialistes qui nous trahissent le mieux, hein. C'est tout à fait étrange. Hein. Voilà. Delors a trahi le peuple français. Il a obéi, si vous voulez, aux exigences des ultralibéraux. Voilà. Et aujourd'hui, si votre salaire n'a pas suivi l'inflation depuis 3 ans, remerciez M. Delors. Voilà. Alors, on n'a pas parlé aussi, le temps passe vite, et c'est vrai que j'avais plein de questions, mais on va devoir raccourcir. On n'a pas parlé aussi de l'inflation qui profite au gouvernement et qui fait entrer finalement des milliards dans les caisses du gouvernement. Ça, on n'en a pas parlé. Et vous l'avez souligné dans votre revue de presse, je l'ai entendu, et j'ai même retrouvé un article de France Info de novembre 2022 qui a dit que que c'est une super cagnotte en fait pour le gouvernement parce qu'ils ont encaissé 60 milliards d'euros. Oui, mais malheureusement pour lui, ça ne suffit absolument pas. Vous savez, n'oubliez pas, aujourd'hui, vous avez plusieurs crises dans la crise en France. D'une part parce que, et ça je l'avais dit, redit, annoncé, écrit depuis 2011, même depuis, oui, à partir du moment où il y a eu la crise grecque. J'ai expliqué déjà à l'époque qu'à partir du moment où la France va dépasser les 100% d'endettement, on passera à la méthode grecque. C'est ce que Macron est en train de faire. Macron applique exactement ce que Bruxelles et les Américains ont demandé à ce qu'il soit appliqué à Chypre et surtout à la Grèce. Alors, je vous donne un exemple. En Grèce, les retraites ont été divisées par 2, voire par 3 de mémoire. Voilà, c'est une des premières. Et on va vers ça. En France, ils vont pas diviser les retraites par 2, mais ils vont nous faire travailler encore plus longtemps. Parce que le vrai but, c'est pas 64 ans. Hein. Leur vrai but, c'est 60 de mémoire, je crois que c'est 68. C'est 68, voilà. C'est exactement ce qu'ils veulent. D'ailleurs, tant et si bien que déjà en Angleterre, ils sont déjà en train d'essayer de pousser la loi pour avoir justement ces rentrées. Avec 130% d'endettement, le gouvernement français va être obligé de supprimer encore plus de services publics. J'ai vu passer hier ou avant-hier un médecin qui hurlait à la mort en disant « mais ils sont en train de fermer des lits, ils sont en train de fermer des hôpitaux encore plus qu'avant, sous le Covid ». Enfin, vous voyez, donc, et ça va continuer, ils vont tout fermer. Voilà. Ça va être la Grèce et toute une partie de la jeunesse française va être obligée de s'exfiltrer en Arabie Saoudite, à Dubaï, aux États-Unis, bref, dans les pays, en Inde même, ou en Chine. Parce que c'est ce qui s'est passé en Grèce. À un moment donné, la moitié quasiment, j'exagère un peu, mais une partie de la jeunesse grecque est partie. Elle a quitté le pays. La Grèce ne s'en est jamais remise, hein. Athènes ne s'en est jamais remis. C'est ce qui va se passer en France. C'est mathématique, c'est comptable. C'est comptable. Vous pouvez bidonner une comptabilité pendant des années, hein. Et à un moment donné, boum, Enron. C'est ce qu'a fait Enron. C'est ce qu'a fait Toshiba. Toshiba, la multinationale japonaise, ils ont bidonné leur compte. Et à un moment donné, ils ont dit, tiens, il y a une crise financière, l'année prochaine, ça ira mieux.
ça n'est pas allé mieux, bien entendu, ni l'année d'après. Et à un moment donné, si vous voulez, à force de truander le bilan, boum, ça a volé dans les airs. Enron, Crédit Suisse, etc. Tout ça, si vous voulez, participe, si vous voulez, d'un même mouvement. Ce sont des tsunamis d'impayés, de pertes de milliards qui tournent et qui, alors ils ont beau injecter, à un moment donné, le bateau va couler littéralement. Voilà. Et les Américains le savent et ils sont aux commandes. C'est pour ça qu'ils ont déclenché une guerre. Écoutez, ça fait des années que j'explique, les Américains n'ont pas d'autre choix. Ils ont tellement de dettes qu'ils ne pourront jamais rembourser. Sauf s'ils déclenchent une guerre, c'est ce qu'ils ont fait. Hein, c'est parce que c'est une guerre par intermédiaire. Hein, et sauf s'ils déclenchent l'hyperinflation. Génial, vous avez les deux. Parce qu'avec l'hyperinflation, vous baissez quand même un peu votre niveau d'endettement. On va dire c'est comme ça. Ça correspond à ce que vous venez de dire pour l'État français qui grâce à l'hyperinflation, a ramassé 60 milliards. Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Vous savez, Goldman Sachs avait déjà calculé en 2009 que la France ne pourra pas rembourser si elle ne fait pas toutes les réformes. Quel est le traître qui a appliqué les premières directives de Goldman Sachs qui ont été rebrandées au CDE ou je ne sais plus quoi? C'était Manuel Valls. C'était Manuel Valls. Le gouvernement de François Hollande n'a fait qu'appliquer toutes les directives. Et les Américains sont très forts parce qu'ils sont passés par l'Europe en disant c'est des directives européennes, alors qu'en fait c'est des trucs américains. Voilà. On n'a plus aucun contrôle sur le pays. Notre pays est en train de partir à volo, on le voit d'ailleurs. Depuis les Gilets jaunes, en fait, je vais même dire, vous pouvez suivre sur quotidien.com, il y a une rubrique reportage. Et je me souviens, j'avais couvert mon premier reportage de ce type, c'était les bonnets rouges à Quimper. Les bonnets rouges. Et qui était partie prenante, vous savez, des systèmes qui allaient distribuer les amendes aux camions, etc. Goldman Sachs. On était obligé de rembourser Goldman Sachs parce que ça ne s'est pas fait. Non mais c'est tout à fait incroyable. Donc, vous savez, le diable est dans les détails, hein, comme disait Blight. Alors si je résume, pour nous Français, si on veut s'en sortir, il nous faut une maison avec un jardin, 30 à 40% d'or et investir dans la crypto-monnaie. Crypto-monnaie, j'ai toujours dit, crypto-monnaie, attention. Crypto-monnaie, c'est la roulette de Las Vegas. Voilà, j'ai toujours dit ça. Bon, maintenant, si vous gagnez à la roulette, tant mieux. Hein. Parce que tous les gens qui ont acheté avant que ça arrive tous ceux qui ont acheté à 50 000, là, ils sont morts. Hein, voilà. Il y a des gens qui ont pris des crédits pour acheter des cryptos, ils les ont achetés à 40 000. Aujourd'hui, c'est à 28 000, ou je sais pas combien, à 27 000. Donc, vous voyez, c'est trop risqué. En revanche, si vous avez investi, par exemple, je sais pas, 100 000 euros dans Apple, Google, Nestlé, enfin, tout ce qui sert à toutes les entreprises, bon, bah, vous suivez le rythme, vous suivez l'inflation, voilà. C'est pas compliqué. Les gens, le problème de la bourse, c'est que les gens, ils s'imaginent, ils posent leur argent sur la bourse, et puis, tiens, au bout d'un mois, combien ai-je gagné? Non. C'est surtout comme l'or et l'argent, si vous voulez, c'est à long terme. Vous ne pouvez pas jouer contre les banques qui bidonnent les marchés et les traders. C'est impossible. On l'a vu avec les traders de Blight Masters qui ont été jetés en prison parce qu'ils ont bidonné les cours de l'or et de l'argent. Vous voyez, ils mettaient il dit j'achète 100 tonnes. Vous voyez, ils mettaient des options, hein, ce qu'on appelle. Ils mettaient des options. Et juste à 30 secondes avant que la cloche sonne, c'est-à-dire la fermeture du truc, ils annulaient leur ordre d'achat et du coup, l'or plongeait. Voilà. Et il y a eu, je sais pas combien j'en suis à moins une quinzaine d'affaires comme ça où la justice a été obligée de faire semblant, américaine, hein, obligée de faire semblant de mettre quelques traders en prison. Mais en fait, c'est tout l'intérêt des États-Unis de truander totalement le cours de l'or pour protéger leur dollar. C'est tout. Je vois passer, en ce moment, il y a même des sénateurs, hein, des hommes politiques qui sont extrêmement inquiets du fait que vous savez, ce qui est drôle dans cette histoire, dans cette guerre ukrainienne, c'est que les Américains sont fous. Ils sont devenus complètement cinglés. C'est des malades mentaux, en fait. Ils ont obligé toute l'Europe à saisir les biens des Russes.
Donc c'est un vol en bande organisée, mais bon, admettons. Là où ils ont merdé totalement, c'est quand ils ont forcé le gouvernement suisse à saisir les biens, les comptes secrets, entre guillemets, de tous leurs clients russes. Alors les clients russes qui n'avaient pas pris leurs précautions avec des prête-noms et tout le bazar, ils se sont fait avoir. Mais quel a été le signal qui a été envoyé au reste du monde? C'est que du jour au lendemain, si vous ne plaisez pas aux Américains pour x raison, hein, voilà, je le dis souvent dans la revue de presse, hein, tous les lundis, ils ont brisé la confiance dans les banques. Et donc du coup, que s'est-il passé? Vous avez tous les riches du monde entier qui se sont précipités au Crédit Suisse et qui ont retiré leur argent. Et ils l'ont emmené où? À Singapour, majoritairement. Voilà. Et résultat des courses, les Suisses, ils ont véritablement creusé la dette de la banque, tant et si bien qu'elle a volé dans les airs. Et même aujourd'hui, tous les clients de la banque UBS retirent leur argent. En ce moment même où on se parle, vous avez une sorte de bank run sur UBS, et même les gens qui ont des comptes dans les banques suisses, en fait, ils commencent à retirer, parce qu'ils se disent on peut plus avoir confiance en rien. Voilà. J'avais le professeur Attinger qui m'avait dit un jour les Suisses ont inventé la confiance. Et c'est vrai. Les Suisses ont inventé la confiance dans le système bancaire. C'était immuable. Jusqu'à ce que les Américains viennent leur briser en 2008. C'est en 2008 qu'ils ont brisé. Ils ont dit, nous, on en a marre. Ils ont pris l'argent des citoyens américains. Ils ont brisé le secret bancaire pour les Américains. Et ils les ont ramenés où? Au Delaware, donc, dont Joe Biden était le sénateur. Le Delaware, c'est la Suisse américaine. Hein, voilà. Vous avez un immeuble où vous avez 6000 multinationales qui ont des boîtes aux lettres là, et qui déclarent leurs impôts au Delaware, parce qu'elles payent quasiment zéro d'impôts. Voilà. Vous réalisez un petit peu, tout ça, c'est des histoires de gros sous. Donc quand on voit les milliards passer d'un côté, etc., on peut voir l'avenir, hein, je l'ai déjà dit, mais vous voyez dans le livre, hein, là pour le coup, c'est pas moi, c'est les anges, hein, je vous dis, n'oubliez pas, moi j'ai écrit un best-seller sur les anges, donc d'abord il y a 4 sets d'affilée, hein, d'accord? Mais il n'y a qu'un seul, si vous prenez toutes les bibliothèques du monde entier, les méga bibliothèques comme celle de Washington par exemple, ou celle de La Paz, ou celle de Berlin, vraiment de Paris, de Londres, Istanbul, etc. Vraiment toutes les librairies, les bibliothèques, les grandes bibliothèques nationales du monde entier. Vous réunissez tous ces livres, ces milliards de livres ensemble, depuis l'aube des temps. Il n'y a qu'un seul livre qui repose uniquement sur une série de 777, 760, etc., c'est l'Apocalypse de Jean. Et ça dit bien quelque chose. C'est pas un hasard, c'est pas possible. C'est strictement impossible. Eh bien, c'est sur ces mots, Pierre Jovanovic, que nous allons terminer. Avant de terminer, je vais vous demander de signer notre livre d'or, si vous êtes d'accord. Oui, tout à fait, oui. Bah oui, pourquoi je ne serais pas d'accord? Surtout, vous m'aurez dit signer notre livre en plastique, je vous disais peut-être non, mais en argent ou en or, ça me va. Alors, ce n'est pas encore le cas, il est juste en papier, mais ça suffira pour l'instant. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous. Merci.